Malouine, combat aux abords de Port Stanley. Le président Reagan, demain à Paris, première étape avec le sommet de Versailles d'une grande tournée européenne. Violents accrochages à Beyrouth entre factions rivales, la force du mouvement chiite pro-iranien, le dossier de ce journal. Tennis, quart de finale à Roland-Garros, Claire bat McNamara, le duel Villander-Gerulaitis toujours en cours. Madame, Monsieur, bonsoir. Le conflit le plus dur et l'un des plus longs qui ait marqué jusqu'ici le climat social depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir s'est terminé aujourd'hui. Le travail a repris aux usines Citroën de la région parisienne. L'entremise du médiateur chargé par le gouvernement de trouver un compromis entre la direction et les différents syndicats porte donc ses fruits. C'est sous les banderoles de la victoire que la CGT a organisé défilés à l'appui et avec la CFDT la rentrée des militants. Alain Doubrisky. En autocar, en voiture, arrivées joyeuses dans la cour de l'usine, des équipes de l'après-midi, les premières à reprendre le travail aujourd'hui. Ce sont les retrouvailles, on s'interpelle, on se félicite d'avoir gagné. Accord de la direction, le travail débutera avec 1 heure de retard afin de permettre la tenue d'un meeting organisé par la CGT avec la CFDT. À l'issue de ce conflit, tout le monde est satisfait. Les syndicats d'abord, la plupart de leurs revendications ont été acceptées. Ensuite, la direction Citroën, le conflit se termine par un accord de non-belligérance. La CSL enfin, qui se satisfait de ne pas avoir été attaquée par le médiateur. Après un parcours sans faute, M. Dupérou, le médiateur, a rétabli la paix. Une paix fragile cependant, plus d'1 mois de lutte, ça laisse des traces chez tout le monde. Il y a eu des blessés chez les grévistes. Enfin, pour la direction, 25 000 véhicules ont été perdus. Il suffirait d'une provocation pour que les passions se ravivent, estime M. Dupérou. Fin de citation. Comment peut-on imaginer les rapports qui vont s'établir maintenant entre les immigrés et un encadrement qui est depuis toujours en position d'accuser la CGT? L'encadrement dans une entreprise comme Citroën doit être au service du professionnel. Oui, mais ça n'a jamais été le cas, alors justement, est-ce que ça peut changer? Il faut que ça devienne le cas. C'est absolument nécessaire et vous avez parfaitement raison de le souligner. Vous êtes optimiste? Pourquoi je ne serais pas optimiste? Tout concourt justement à ce que les choses changent dans ce pays et en particulier dans les entreprises. Bientôt, une loi va être votée au Parlement qui donnera plus de possibilités aux travailleurs pour s'exprimer. Et pas seulement les ouvriers, mais y compris les ingénieurs, les cadres et techniciens. Et ils ont un rôle absolument important à jouer dans cette entreprise et dans cette société, et non plus un rôle de garde-chourme comme ils l'ont joué pendant des années. Les travailleurs immigrés n'appréhendent pas le retour devant les chaînes ou les machines. Pour eux, c'est une victoire pour leur dignité. Elle va se concrétiser dès maintenant face au chef, au contremaître. On ne va pas les déshonorer. Il sera toujours un chef. On ne va pas le déshonorer. Il sera toujours mon chef. Puisqu'il il n'y aura pas oui chef, oui chef. Chef, c'est tout. Il n'y aura plus de bouteille de Ricard. Il n'y aura plus de... Il y a des gens qui l'ont envie pour lui faire de couscous et des brochettes. Mais maintenant, ça sera terminé. Ni le couscous, ni le Ricard, ni l'apéritif. Rien du tout qui se passera. Vous allez travailler, c'est tout. Voilà, on fera notre travail comme il faut. Aujourd'hui, les 11 600 ouvriers ont repris le travail. Que va-t-il se passer maintenant? Le 22 juin, des élections professionnelles auront lieu et dans la foulée, des élections aux 2 commissions proposées par le médiateur. Fin juin, nomination de leur président. Enfin, avant la fermeture des usines au mois d'août, devrait avoir lieu une première réunion de ces commissions. À l'Assemblée nationale, les députés poursuivent lentement l'examen des projets Auroux sur les droits des travailleurs. Le gouvernement cherche un moyen d'accélérer la procédure, ralentie, estime-t-il, par l'opposition. L'UDF demande l'ouverture d'un débat sur la politique économique du gouvernement. La politique économique du gouvernement, précisément, fera l'objet, jeudi après-midi, d'une rencontre entre plusieurs ministres et la direction du Parti socialiste. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et celui du budget rencontreront donc Lionel Jospin, Jean Popren et Paul Quilès. Ces réunions de concertation devraient devenir régulières. Une mesure voulue par le chef de l'État est destinée à protéger de l'inflation l'épargne des Français disposant de revenus modestes est entrée en vigueur aujourd'hui. Le livret rose, autrement dit le livret d'épargne populaire indexé. Roselyne Koskas. Le livret rose est arrivé. Le petit livret miracle, celui qui doit protéger vos économies de l'usure de l'inflation, est enfin disponible depuis ce matin dans les guichets des banques, du Crédit Agricole et des caisses d'épargne. Pour en bénéficier, 2 conditions. Il faut avoir payé moins de 1000 francs d'impôts pour 1980. Il faut enfin laisser dormir vos économies pendant au moins 6 mois. Ces 2 conditions remplies, on vous accordera généreusement un taux d'intérêt égal à la hausse des prix.
Annoncé depuis plusieurs semaines à grand renfort de publicité par les banques et les caisses d'épargne, ce livret rose fait un tabac. Et déjà, on prévoit des dépôts supérieurs à plus de 30 milliards de francs. Dans les seules caisses d'épargne de Paris, celle de l'Écureuil, le nombre des réservations frôlait le millier par semaine. C'est dire le succès. 16 millions de personnes sont concernées. Ça répond aux vœux de 16 millions de personnes qui vont voir le pouvoir d'achat de leurs économies préservé, protégé. Et pour tous ceux qui ne veulent pas laisser dormir leur argent pendant 6 mois, il est évident que pour bénéficier de la prime d'indexation, l'argent déposé doit être stable. Mais pour ceux qui seront dans l'obligation de retirer de l'argent, ils verront quand même leurs économies rémunérées à concurrence de 8,5%, c'est-à-dire le taux actuel du livret A. Le seuil des 1000 francs d'impôts payés doit être relevé tous les ans. Au nom de la Confédération Générale des Cadres, M. Marquellier a déclaré aujourd'hui que les Français accepteraient une certaine réduction de leur pouvoir d'achat, qu'il estime à 5% par an, si cela servait à un grand dessein industriel. Le responsable de la CGC a critiqué une nouvelle fois la politique économique du gouvernement. Le Centre national des jeunes agriculteurs a ouvert son congrès aujourd'hui à Troyes. L'enjeu, l'élection de la nouvelle équipe dirigeante. Le franc s'est bien tenu aujourd'hui par rapport aux autres devises, sauf le dollar qui frôle les 6 francs 18 après la controverse sur les propos prêtés au chef de l'État par des journalistes américains sur une possible dévaluation du franc. On attendait avec une certaine appréhension la réouverture de la bourse après le week-end de Pentecôte. Le franc donc a bien résisté par rapport aux devises européennes. À l'étranger, la guerre des Malouines menace maintenant d'heure en heure d'aboutir à la plus violente bataille que se soit livrée jusqu'ici, Britanniques et Argentins, pour le contrôle des Malouines. D'après le ministère britannique de la Défense, des combats se sont déroulés aujourd'hui tout près de Port Stanley, à moins de 20 km de la petite capitale, où les Argentins ont concentré plus de 7000 hommes et un matériel important. Les Britanniques ont pris position sur une colline dominant la ville et y auraient établi une tête de pont où sont massés les 3500 hommes débarqués du Queen Elizabeth II. Le mauvais temps complique leur tâche. À Londres, Mme Thatcher a présidé une nouvelle réunion du cabinet de crise et le débat semble maintenant ouvert à Londres sur une question essentielle. Bernard Rapp, quelle forme de victoire est la plus souhaitable pour les Britanniques ? Effectivement, c'est la question qui se pose ce soir à Londres, avec deux thèses qui s'affrontent aussi bien dans la presse que dans l'opinion publique, que même dans les milieux politiques, pour ne pas dire gouvernementaux. Alors, première thèse, elle émane du clan des durs. Pour eux, il faut aller jusqu'au bout, il faut écraser les Argentins, il faut obtenir une victoire totale sur le terrain, il faut donc les écraser. C'est la thèse majoritaire. Deuxième thèse, elle est défendue par des modérés. Elle affirme en substance les Argentins ont déjà perdu la bataille des Malouines, la guerre des Malouines. Un combat meurtrier à Port Stanley n'apporterait rien de plus aux Britanniques. Au contraire, il faut proposer aux Argentins une reddition acceptable, leur donner l'occasion de se retirer en sauvant la face. Alors avec une question accessoire, comment faire? Ce n'est pas si facile. Et une solution est souvent citée ici. Il s'agirait de faire appel à la résolution 502 du Conseil de sécurité. Vous vous souvenez que cette résolution avait été votée au lendemain de l'invasion argentine sur les Malouines et recommandait le retrait immédiat des forces argentines. Si aujourd'hui, dans la situation actuelle, alors que les Argentins ont beaucoup de difficultés, et à Londres on pense qu'ils vont perdre la guerre, s'ils se retiraient conformément à cette résolution 502, ils pourraient prétendre obéir à l'ONU et non pas à un ultimatum britannique, ce qui, sur le plan psychologique, ferait une énorme différence. Et puis il reste la question de l'avenir des Malouines elles-mêmes. Alors, si vous voulez, deux questions se posent aux Anglais aujourd'hui. D'abord, comment garder les Malouines qui se trouvent à 15 000 km des côtes anglaises? Ça n'est pas facile. Est-ce qu'on peut conserver une flotte de 100 bateaux ou même de 50 bateaux aussi loin pendant des mois, peut-être des années, car c'est ce qu'il faudrait? Effectivement, il faudra trouver un jour ou l'autre une solution diplomatique. Et ce qui se passe à l'heure actuelle sur le terrain, à l'heure actuelle, empêche toute solution diplomatique à venir. Et puis, deuxième question qui est peut-être plus internationale, elle a trait à la position américaine. Si la bataille de Port Stanley est vraiment très sanglante, comme on peut s'imaginer, si elle coûte très cher aux Argentins, les Américains qui ont déjà laissé beaucoup de plumes sur le plan diplomatique dans cette affaire par rapport aux pays latino-américains, eh bien les Américains sortiraient très affaiblis de tout cela. On peut imaginer qu'ils ne le veulent pas et qu'ils vont faire pression sur les deux bords pour qu'on en reste là. Merci Bernard Rapp. À Buenos Aires ce soir, on ne parle pas des combats qui, selon Londres, ont commencé donc aux abords de Port Darwin. En revanche, l'état-major argentin fait état de bombardements des positions britanniques par son aviation dans le secteur de Port Darwin et réaffirme officiellement cette fois qu'un porte-avions britannique a été mis hors de combat dimanche. Londres, une nouvelle fois, le dément. En tout cas, un affrontement de grande envergure à Port Stanley semble maintenant inévitable. Le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait se réunir ce soir.
C'est avec satisfaction, mais avec beaucoup de prudence, que Moscou accueille l'annonce faite hier par le président Reagan de la reprise à la fin du mois à Genève des négociations entre les États-Unis et l'Union soviétique sur la limitation des armements stratégiques. Un pas dans la bonne direction, déclare l'agence TASS, qui souligne cependant que le véritable objectif américain pourrait être lié à des considérations politiques immédiates, en clair, les grandes manœuvres diplomatiques que le président Reagan s'apprête à entreprendre en Europe. Le président américain arrive en effet demain à Paris, première étape d'une tournée qui sera marquée essentiellement par le sommet des pays industrialisés à Versailles dès la fin de la semaine et la semaine prochaine par le sommet de l'OTAN à Bonn. En Allemagne fédérale, une série d'attentats à la bombe ont été commis la nuit dernière et ce matin contre plusieurs installations américaines, militaires et civiles. Les attentats ont été revendiqués par une organisation terroriste d'extrême gauche et à une semaine de l'arrivée du président américain, les services de sécurité allemands ne cachent pas leur inquiétude. De toutes les capitales européennes, c'est bien sûr à Bonn que l'annonce de la reprise des négociations américano-soviétiques, dites négociations START, a été accueillie avec le plus de satisfaction. À la veille donc de ces deux sommets, celui de Versailles et de Bonn, le président Reagan arrive en Europe avec des objectifs bien précis. Oui, bien précis, Christine, mais je crois qu'il faut d'abord noter que c'est le premier voyage à l'étranger du président Reagan depuis qu'il a été élu à la Maison-Blanche il y a à peu près un an et demi. Il a choisi le premier voyage en Europe. Le premier voyage en Europe, il a choisi l'Europe pour faire son premier voyage. Alors pour lui, je crois qu'il y a un objectif majeur, à savoir véritablement changer en Europe son image de marque. Souvenez-vous, au début du mandat du président Reagan à la Maison-Blanche, quand il a été élu il y a un an et demi, l'homme paraissait comme dur, intraitable. Souvenez-vous aussi les paroles extrêmement dures, extrêmement fermes. Il avait même traité Brejnev de menteur qu'il avait eu vis-à-vis de l'Union soviétique. Je crois que l'homme a changé en un an et demi. Il est devenu, disons, plus souple, et c'est cette image de marque qu'il veut transférer en Europe. Il veut, si vous voulez, apparaître demain soir, quand il va arriver aux alentours de 22h, comme l'homme de paix en Europe, l'homme américain de paix en Europe. Et vous l'avez dit tout à l'heure, d'ailleurs 24 heures avant son arrivée, il avait annoncé, et ce n'était pas une coïncidence fortuite, au cimetière d'Arlington, près de Washington, qu'il reprendrait, que les Américains et les Soviétiques reprendraient leurs négociations stratégiques à Genève dans moins d'un mois. Alors, deuxième objectif de ce voyage, de cette tournée européenne, c'est bien sûr le sommet de Versailles. Il semble que les Américains soient prêts à faire des concessions économiques importantes, ça on ne le sait pas, on verra dans quelques jours, pour faciliter, disons, une plus grande cohésion des Européens et des Américains au niveau stratégique. Alors bien sûr, tout le monde pense à une baisse des taux d'intérêt américains qui sont extrêmement élevés, qui étranglent littéralement l'économie européenne. Alors sur ce point, il n'y a pas de promesse formelle de Washington, peut-être quelques concessions, encore une fois on verra, peut-être aussi de la part des Européens vis-à-vis des Américains une sorte de geste, une plus grande solidarité des Européens vis-à-vis des Américains quant au crédit, au fameux crédit alloué à l'Union soviétique. Les objectifs du sommet de Versailles côté français ont fait l'objet aujourd'hui de deux visites à l'Élysée, celle de Lionel Jospin et de Jacques Chirac, avec le premier secrétaire du Parti socialiste et le président du RPR. Le chef de l'État boucle donc la série d'entretiens qu'il avait voulu avoir à ce sujet avec les chefs des grandes formations politiques. Un nouveau sommet en perspective, cette fois sur les problèmes du Proche-Orient. Le Premier ministre israélien a annoncé aujourd'hui son accord pour un sommet tripartite avec les États-Unis et l'Égypte sur le problème de l'autonomie palestinienne. Le sommet aura lieu à Washington, mais M. Begin exige en préalable que l'Égypte accepte Jérusalem comme lieu des négociations ultérieures. Les problèmes du Proche-Orient, les problèmes africains et surtout les relations bilatérales, souvent houleuses ces dernières années, tel a été le menu des conversations que le ministre français des Relations extérieures, Claude Cheysson, poursuit à Tripoli avec les dirigeants libyens. Monsieur Cheysson doit être reçu par le colonel Kadhafi, et cela au moment où la situation au Tchad tourne de nouveau à l'affrontement entre le président Goukouni et son rival Hissène Habré. 7 mois après le retrait des forces libyennes, les troupes de Hissène Habré sont aux portes de la capitale, N'Djamena, et pourraient en reprendre le contrôle incessamment. 7 morts, une quarantaine de blessés, tel est le bilan provisoire des affrontements qui, depuis la nuit dernière, ensanglantent une nouvelle fois Beyrouth. Cette fois, ce sont les
pro-iraniens et les pro-irakiens qui s'entretuent dans cette ville ouverte depuis des années maintenant à toutes les formes de violence sous des étiquettes politiques diverses et souvent confuses. Le mouvement Amal, un mouvement financé et armé surtout par Téhéran et qui recrute ses partisans parmi les chiites libanais, pèse de plus en plus sur l'échiquier complexe de la situation libanaise. Le dossier, Jacques Segui et Bruno Kouza. C'était à l'université de Beyrouth. Après l'élection de la Miss, la haute couture. Une soirée qui se voulait détendue mais sous surveillance à l'image du Liban sur lequel flotte le cèdre et le drapeau d'un gouvernement légal, dépecé et impuissant. Petit Liban, grand comme 2 départements français, occupé aux 3/4 par les Syriens. Où les chrétiens maronites s'arc-boutent sur leur territoire. Où 600 000 Palestiniens sont installés comme chez eux, en attendant la terre promise. Et c'est à Beyrouth qu'on lit le mieux la carte humaine du petit Liban, qui ne compte pas moins de 17 communautés. Beyrouth-Est, où les chrétiens et leurs phalanges sont retranchés depuis 1976 sur une moitié de la ville. Voici Beyrouth-Ouest. Il y a d'abord les Syriens, près de 20 000, chargés officiellement de préserver la sécurité, mais dont on sait, rien qu'à les voir, qu'ils sont l'occupant. C'est une des rares images du soldat syrien à Beyrouth. Le premier était prêt à se laisser filmer. En face de lui, derrière ses sacs de sable, son compagnon est d'un autre avis. L'histoire en restera là. À Beyrouth-Ouest, on longe les camps palestiniens avec les armes pointées vers le ciel et les raids israéliens, tandis qu'à 2 pas de là, d'autres Palestiniens dessinent la guerre et ses souffrances sur les murs d'un hôpital palestinien. Et à Beyrouth-Ouest, il y a les Libanais de gauche, ceux qu'on appelle par facilité les palestino-progressistes. Il y a une trentaine d'organisations et des tendances. Mais aujourd'hui, il faut en ajouter une nouvelle, les chiites. De tout temps, les chiites ont été considérés comme les parents pauvres du système libanais. Les plus nombreux, 1 million, leurs convictions religieuses et leurs aspirations sociales ont été développées au cours des derniers mois par un facteur et 2 noms, la guerre, Khomeini et l'imam Moussa Sadr. Moussa Sadr qu'on vénère dans ces écoles chiites à l'esprit religieux très strict. Moussa Sadr, disparu en Libye depuis 4 ans. Il est mort, mais la version officielle est qu'il est toujours vivant et que de Libye, il va revenir au Liban. Où il est, Moussa Sadr, en ce moment? وين موسى الصدر هنا؟ يعني الأخبار كلها تتناقل والمعلومات أنه في ليبيا. Il se trouve en Libye. Moussa Sadr était un Iranien, naturalisé libanais. C'est lui qui allait réveiller les chiites du Liban, fonder le Parti des déshérités en 1974, et avec ce parti, un bras armé, une milice, le mouvement Amal, qui veut dire espoir. Aujourd'hui, les chiites ne sont plus une clientèle facile pour les divers mouvements de gauche, ils sont une nouvelle force politique, et leurs miliciens sont plus de 30 000. Alliés il y a quelques années aux Palestiniens pour se défendre contre les raids israéliens sur Beyrouth, et qui touchaient naturellement les quartiers les plus pauvres, les chiites mènent aujourd'hui des combats violents contre ces mêmes Palestiniens et les divers mouvements communistes de Beyrouth. Ici, par exemple, dans le quartier de Bourj al-Baranieh. Ici où habitent 500 000 chiites, la plupart d'entre eux ayant fui le sud et les bombardements israéliens.
Et c'est ici que de violents combats, donc entre chiites d'une part, palestiniens et communistes d'autre part, se sont déroulés et menacent de se rallumer à tout moment, sous l'œil protecteur des Syriens qui, tout heureux de jouer les arbitres et d'affaiblir les Palestiniens, soutiennent et encouragent les chiites. لما جيتوا على بيروت فكرتوا انه بدكم تلاقوا قصف هون شيء؟ لا جينا على بنانس ما في سلم كنا بنجي لو فات كان بيموت هون كل واحد وما بيجي. Elle dit que quand on est venu ici, elle pensait qu'il y a ici qu'il est calme, il n'y a rien. Mais elle dit en même temps, s'il pensait, s'il y a une idée par exemple, il y a ici de bombardement, elle préfère de mort là-bas au sud du Liban et ne pas venir ici. Mais c'est hors de Beyrouth, dans le sud, qu'on comprend le mieux la force et les motivations de ce mouvement chiite. À 10 km de Nabatieh, par exemple, qui est un fief palestinien, nous voici dans un petit village tenu totalement par Amal et ses combattants. C'est un village chiite traditionnel. Les paysans cultivent le tabac et le village est contrôlé par les miliciens de nuit comme de jour. Ici, on déteste Israël qui fait tomber les bombes et la mort dans les champs et sur les maisons. Ici, on ne supporte plus les Palestiniens par qui le malheur arrive. Ici, on a suivi avec enthousiasme la victoire de Khomeini en Iran. Notre guide est l'instituteur du village, mais il est aussi le chef de la cellule Amal de Kfar Binit. Non, il n'y a pas de Palestiniens à l'intérieur de ce village. Pourquoi? Les Palestiniens peut-être ne doivent pas être à l'intérieur des maisons. Ils sont des révolutionnaires. Ils doivent être hors du village. Je dis que ces soldats que vous voyez, oui, je crois qu'il est plus fort que les Palestiniens et les autres. Il est plus fort, il est très fort, parce qu'il est un homme croyant. Il défend sa terre, ses familles, ses maisons, ainsi. الواحد يقرب لاول الحلقه ويومين تنطلق من موقع فكر وتنطلق من موقع اراده Retour à Beyrouth donc, et enfin le dernier point, le plus important pour l'avenir peut-être. Avec les motivations sociales et politiques, les chiites ont le regard tourné vers Téhéran. Et à la prière du vendredi, on rencontre des imams pro-communistes. Même si les fervents de Khomeini ne représentent qu'un quart de la population chiite, certains imams, donc, comme celui-ci, n'hésitent pas à affirmer que la révolution iranienne doit être un exemple pour le monde et un exemple pour le Liban. Mais la majorité des chiites sait que la révolution iranienne n'est pas adaptable au Liban. Les chiites du Liban sont en revanche très conscients de leur nouvelle force, sur laquelle, tôt ou tard, saura s'appuyer le maître du jeu, c'est-à-dire la Syrie. La paix, l'amour mutuel entre chrétiens, leur volonté d'unité. Le pape poursuit sur ce thème sa visite en Grande-Bretagne. Il était aujourd'hui en Écosse, à Édimbourg ce matin, à Glasgow cet après-midi, où la foule massée dans un parc de la ville lui a réservé un accueil particulièrement fervent et chaleureux. La police était sur le pied de guerre, de crainte de nouvelles manifestations antipapistes orchestrées par le pasteur irlandais Ian Paisley, mais ses partisans ont été conspués par la foule. Le pape doit quitter la Grande-Bretagne demain, après une visite de 6 jours.
L'affaire remonte à plus de 2 ans. Le procès s'est ouvert aujourd'hui à Nice. En janvier 80, Guy Pitoun, administrateur de société, était enlevé à Antibes. Un enlèvement en bonne et due forme avec demande de rançon, piège policier et arrestation des malfaiteurs. Une affaire assombrie encore par une tragique méprise entre services de police concurrents qui coûtait la vie à un inspecteur de police. 3 jours plus tard, sa veuve tuait leur enfant avant de se suicider. Inculpés d'enlèvement contre rançon et de séquestration, ceux que l'on appelle le clan des Calabrais et qui se retrouvent aujourd'hui au banc des accusés. À Nice, Paul Lefebvre. On les appelle les Calabrais parce que la majorité d'entre eux venaient de là-bas, plus ou moins directement d'ailleurs. Sur les 10 au départ, il y en a 4 dans le box, les autres sont en fuite ou arrêtés en Italie. 10 pour lesquels M. Guy Pitoun était une tentation à laquelle ils n'ont pas su résister. M. Guy Pitoun, homme charmant, bon époux, bon père, administrateur du Global d'Antibes et par ailleurs membre d'une famille qui a pas mal de biens mobiliers au soleil. Ils l'ont enlevé le 30 janvier 80, après l'avoir manqué 5 fois, et ils demandaient 1 milliard de centimes pour le rendre. Dans les cafés de Nice, à côté du palais, on les appelle aussi les branquignoles, les accusés, car finalement, ils ont tout raté. Les indicateurs de la police, qu'on n'entendra pas pour cause de fuite discrète, les ont d'abord dénoncés. Les chefs n'ont pas quitté leurs pantoufles de l'Italie. La rançon, ils avaient d'ailleurs transigé à la moitié, leur a été subtilisée par la police. Et les gardiens de M. Pitoun ont préféré finalement prendre le large et du recul sur une affaire qui, tout compte fait, tournait mal. Aujourd'hui, ils disent, c'est pas nous, c'est les autres, mais M. Pitoun a bonne mémoire, même s'il reconnaît que la seule femme accusée de séquestration est bonne cuisinière. Mémoire de sa peur et du chagrin de sa femme, mémoire aussi de la terreur de ses 2 enfants qui, pendant 14 jours, regardaient le téléphone qui ne sonnait pas. Alors, les jurés de Nice ont 1 semaine pour soupeser les maladresses et la cupidité. Le sport maintenant et d'abord le tennis à Roland-Garros. L'Argentin José Luis Clerc s'est qualifié pour les demi-finales en battant l'Australien McNamara en 2 heures et en 3-7, 6-2, 6-2, 6-2. La rencontre la plus attendue aujourd'hui après l'exploit du jeune Suédois qui avait réussi à sortir Lendl. Le match Villander-Gerulaitis et Villander a gagné. Olivier Ray. José Luis Clerc affrontera donc Villander. En effet, l'Argentin, tête de série numéro 4 de ses internationaux de France, s'est qualifié assez facilement aujourd'hui en battant l'Australien Peter McNamara. Il n'a fallu que 2 heures de jeu au jeune Argentin pour s'imposer en 3-7, 6-2, 6-2, 6-3. José Luis Clerc, qui avait pourtant frôlé l'élimination la semaine dernière face au jeune Français Courteau, s'est donc bien repris. Et il sera donc opposé vendredi en demi-finale au jeune Suédois Villander. En effet, ce jeune Suédois de 17 ans et demi continue d'étonner. Il a battu cet après-midi l'Américain Vitais Gerulaitis, tête de série numéro 5 en 4-7. Après avoir tombé le grand favori de ses internationaux de France dimanche, le Tchécoslovaque Lendl, Mats Villander confirme son ambition de devenir le successeur de Björn Borg. Face à Gerulaitis, il l'a emporté en 4-7, 6-3, 6-3, 4-6, 6-4. Demain, Yannick Noah affrontera lui en quart de finale l'Argentin Guillermo Vilas. Autre quart de finale également au programme, l'Espagnol José Higueras opposé à l'Américain Connors. Côté dames, Martina Navratilova et Anna Mandlikova, qui a éliminé l'Américaine Tracy Austin, se sont qualifiées pour les demi-finales. Cyclisme, mauvaise journée pour Bernard Hinault au Tour d'Italie. Le Français a perdu son maillot rose de leader au profit de l'Italien Contini, vainqueur aujourd'hui de la 17e étape. Football, Michel Hidalgo a communiqué la composition de l'équipe de France qui affrontera demain soir à Toulouse le Pays de Galles dans le cadre de sa préparation au mondial. Vous le voyez sur votre écran. À noter, me disent les spécialistes, que le Stéphanois Castaneda a été préféré au Parisien Baratelli dans le but et qu'en raison des forfaits de Lacombe et Rocheteau, c'est Gérard Soler qui tiendra le poste d'avant-centre. Une incertitude, la 3e place en milieu de terrain, ce sera Tigana ou Larios. Un grand photographe et journaliste, Walter Caron, vient de mourir. Il avait signé beaucoup des grandes photos de Paris Match. Le temps maintenant, Alain Gillot-Pétré, un temps bien orageux.
Oui, bien orageux et la canicule continue pour demain. Et j'ai une dépêche qui m'arrive il y a 2 secondes. Sachez que les chirurgiens du CHU de Pontoise opèrent actuellement les pieds dans l'eau. Ils sont obligés d'opérer. Ils ont 15 cm d'eau jusqu'à mi-mollet à cause d'un orage qui sévit dans la région de Pontoise. Les orages, il y en aura beaucoup encore en ce moment même et cette nuit. La canicule, en effet, exemple des températures extrêmes relevées à 15 heures par la météo nationale aujourd'hui. Le minimum, c'était 19 degrés à Brest, qui est quand même assez doux, et le maximum 29 degrés à Nancy, Strasbourg et Luxeuil. Ça continue demain avec le matin beaucoup de brume et de brouillard sur tout le pays et l'après-midi du beau temps au sud de la Loire à l'exception du nord des Alpes. Donc beau temps au sud de cette ligne-là. Au nord de cette ligne, donc au nord de la Loire et au nord des Alpes, encore pas mal de nuages avec comme aujourd'hui en fin de journée des orages. Atmosphère très lourde, des températures qui ne changent pas, très chaudes. Regardez les 27 degrés, une ligne de 27 degrés incroyable. Strasbourg, Nancy, Reims, Paris, Bourges, Clermont-Ferrand et également Marseille, 26 ailleurs. Donc presque toutes les températures sont au-dessus de 25 degrés. Demain, mercredi 2 juin, 2 minutes de soleil en plus, levé 5h53, couché 21h45 et l'on fêtera la Sainte Blandine. À 23h15, vous retrouverez Hervé Claude pour un dernier journal et demain soir à 20h, Patrick Poivre d'Arvor. Merci d'avoir suivi ce journal. À très bientôt. Bonne soirée sur Antenne 2.